Tu croyais que Jason avait toujours porté un masque de hockey? Pas du tout. D'abord, c'était un enfant traumatisé, puis un paysan avec un sac, ensuite un zombie inarrêtable et même un cyborg de l'espace. Aujourd'hui, je vais te raconter toutes les versions de Jason, de la plus ancienne à la plus récente au cinéma. Reste bien, parce qu'il y a des détails bien étranges, des effets spéciaux de dingue et l'un des meilleurs head punch de l'horreur. Vendredi 13, partie 1, 1980. L'histoire démarre au camp de Crystal Lake. Des années plus tôt, un enfant nommé Jason s'est noyé parce que les moniteurs n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, le camp veut rouvrir. Mauvaise idée, quelqu'un commence à éliminer les moniteurs un par un. À la fin, on découvre que la tueuse est Pamela Voorhees, la mère de Jason, qui n'a jamais surmonté la mort de son fils. Kill her, Mommy. Kill her. Don't let her live. I won't, Jason. Quand tout semble terminé, bam, le sursaut final. Un enfant difforme surgit du lac et attrape l'héroïne. Était-ce Jason? Un rêve? Peu importe. Cette image est restée gravée dans toutes les mémoires. À quoi ressemble Jason ici? Il n'est même pas le méchant principal. On ne le voit qu'en gamin gonflé, peau pâle, couvert d'algues et d'eau. Un instant bref, mais qui plante la graine du mythe. Les effets sont typiques de l'horreur des années 80. Beaucoup de maquillage, du faux sang fait sur le plateau, le meurtre à la flèche dans la gorge, oui, sur un jeune Kevin Bacon, reste l'un des plus commentés du film. Le célèbre chuchotement musical vient en réalité de Key pour Kill et Ma pour Mommy, enregistré puis déformé avec de l'écho. Génial, puisque la tueuse, c'est la mère. Et ce jumpscare final fut si efficace qu'il a assuré la suite. Sans ce moment-là, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Jason. Vendredi 13, partie 2, 1981. Ici, Jason arrive vraiment comme tueur. Il a survécu, il a grandi, il vit caché dans les bois près du lac et s'est construit un petit hôtel avec la tête de sa mère. Un nouveau groupe d'instructeurs débarque pour s'entraîner et rouvrir la zone. Entre feu de camp et flirt, quelqu'un les observe. Jason commence à tuer. Ginny, l'héroïne, tente un coup de psychologie. Elle enfile un pull qui ressemble à celui de Pamela et fait semblant d'être sa mère. Ça marche quelques secondes et cette scène est culte. That's a good boy. Good Jason. À quoi ressemble Jason? Pas encore de masque de hockey. Il porte un sac en toile sur la tête avec un seul trou pour voir, des vêtements de travail, chemise, salopette, bottes sales. Très humain, très rural, comme un gars qu'on pourrait croiser à la campagne. Et c'est justement ça qui le rend inquiétant. Les effets sont simples mais efficaces. Coup de couteau pratique, faux sang épais. La scène où son sac est arraché révèle son visage difforme grâce à un mélange de prothèses et d'éclairage sombre pour cacher les bords du maquillage. C'est artisanal, mais ça fonctionne. Les personnages discutent de la possibilité que Jason ne soit jamais mort. Cette idée permet à la franchise de continuer. Vendredi 13, partie 3, 1982. L'histoire reprend presque directement. Blessé, Jason arrive dans une ferme appelée Higgins Haven. Un groupe d'amis vient y passer le week-end, dont un blagueur avec une boîte de tours et un masque de hockey. Jason le tue, prend le masque et voilà, l'image qu'on connaît tous est née. La trame reste la même. Jeunes insouciants, meurtre créatif, une survivante qui se bat jusqu'au bout. Mais la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné en 3D. Du coup, tu vois des harpons, des yo-yo et des objets projetés directement sur la caméra. C'était la grande mode de l'époque. Jason ici, plus grand, plus imposant, chemise verte, pantalon gris et surtout le masque de hockey blanc avec un chevron rouge. Avec ce masque qui cache son visage déformé, le personnage devient instantanément iconique, silencieux, implacable. L'héroïne, Chris, se souvient d'une attaque dans les bois des années auparavant, que beaucoup de fans associent à Jason. Cela ajoute une sorte d'histoire passée rarement évoquée, et le simple fait que le masque vienne d'un blagueur et non d'un élément mystique montre à quel point certains symboles du cinéma naissent par hasard. Vendredi 13, le chapitre final, 1984. Ils avaient promis que ce serait la fin. Ce ne fut pas le cas, mais ça reste l'un des volets préférés des fans. Le film commence là où le précédent s'était arrêté. On ramasse le corps de Jason, on l'amène à la morgue. Il se réveille. Retour à Crystal Lake.
Dans les environs, un groupe de fêtards et, dans la maison voisine, la famille Jarvis, la mère, la fille Trish et le petit Tommy. Jason élimine les fêtards, façon slasher classique, tandis que la tension monte dans la maison Jarvis. Tommy, passionné de monstres et d'effets spéciaux faits maison, a une idée. Il se rase, se maquille et se fait passer pour Jason enfant afin de le déstabiliser. Ce court instant de confusion permet l'attaque finale, un coup de machette en pleine tête. ¿Me recuerdas, Jason? Jason, ¿sí me recuerdas? Une scène brutale qui a marqué le monde entier. L'apparence de Jason, plus abîmé que jamais, grand, massif, couvert de blessures accumulées depuis les films précédents. Son masque est déjà endommagé, avec des fissures visibles. Quand on le lui retire, son visage apparaît encore plus difforme et gonflé. Les effets font un retour en force grâce au maître Tom Savini, revenu exprès pour tuer Jason avec style. Vendredi 13, un nouveau départ, 1985. Après tout ce qu'il a vécu, Tommy Jarvis est en morceaux. On l'envoie dans un centre de réhabilitation à la campagne, avec d'autres jeunes marqués par leur propre traumatisme. Le plan, thérapie tranquille, la réalité, chaos total. Un des garçons explose de rage et tue un autre à coups de hache. L'ambulance arrive. Parmi les secouristes, il y a Roy, le père du garçon tué. Et à partir de là, les meurtres commencent, avec un tueur masqué façon Jason. Le grand retournement, ce n'est pas Jason. C'est Roy Burns déguisé qui se venge de la mort de son fils. Il copie la légende pour faire peur et brouiller les pistes. C'est pour ça que certains fans détestent ce film et que d'autres l'adorent pour son côté complètement barré. À quoi ressemble le Jason ici? Le masque y ressemble, mais si tu regardes bien, les chevrons sont bleus et non rouges, indice qu'il y a quelque chose qui cloche. Le costume change aussi selon les scènes, car plusieurs doublures l'ont porté. Résultat, un Jason moins massif que d'habitude. Le film propose du gore pratique typique des années 80, mais avec des coupures brutales parce que la censure a charcuté plusieurs scènes de meurtre. Certaines tueries coupent net juste avant l'impact. La bande-annonce avait vendu l'idée que Jason était de retour. Donc, beaucoup de spectateurs sont sortis frustrés du cinéma. Le final suggère que Tommy pourrait devenir le nouveau tueur. Cette idée aurait presque changé toute la franchise. Mais le film suivant a préféré ressusciter l'original plutôt que de faire de Tommy l'assassin. Vendredi 13, partie 6. Jason, le mort vivant. 1986. Les fans voulaient le vrai Jason. Ils l'ont eu avec un éclair façon Frankenstein. Tommy Jarvis, toujours traumatisé, ouvre la tombe de Jason pour brûler le corps. Il plante une barre de métal. Un éclair tombe. Électrocution. Jason ressuscite, transformé en plus qu'humain. Désormais, c'est un Jason, mort-vivant. À partir d'ici, c'est un vrai tank zombie. L'action revient à un camp Crystal Lake rouvert, avec des enfants présents, ce qui rend tout encore plus tendu. Jason marche lentement, mais avec une force absurde. Il brise, écrase, transperce. Tommy tente de réparer la catastrophe qu'il a lui-même provoquée. Jason ici, chair grise, vêtements pourris, vert sur le visage au début. Il porte une ceinture à outils, parfois des gants. Plus tard, une chaîne au cou qui deviendra essentielle pour le final quand on l'enchaîne au fond du lac. Côté effets et ambiance, ce film mélange horreur et humour. Il s'ouvre même sur un clin d'œil style James Bond. Beaucoup de sang pratique, de prothèses pourries et quelques gags visuels qui font retomber la tension juste avant le choc. C'est aussi le premier film où l'on voit un vrai groupe d'enfants camper pendant que tout part en vrille. Et il est très apprécié des fans pour son équilibre entre blague et meurtre, sans tomber dans la parodie totale. Oui, la censure a encore coupé des effets sanglants qu'on n'a jamais vus en entier. Vendredi 13, partie 7. Un nouveau sang, 1988. Et si Jason affrontait quelqu'un avec des pouvoirs mentaux? C'est l'idée ici. On découvre Tina, une fille qui, enfant, a perdu le contrôle de sa télékinésie et a, sans le vouloir, noyé son père dans le lac. Des années plus tard, elle revient avec son thérapeute. Ses émotions réactivent ses pouvoirs et brisent aussi les chaînes qui maintenaient Jason au fond de l'eau. Dès qu'il sort du lac, Jason est en lambeaux, dos ouvert, os apparents, masque fissuré, côte visible sous les vêtements. Beaucoup de fans considèrent que c'est le meilleur design classique de Jason parce qu'il montre les années de dégâts accumulés. Le film construit un vrai duel. Tina lance des objets, provoque des explosions, de l'électricité, du feu jusqu'à un toit qui s'écroule sur lui.
Jason encaisse tout. Le final apporte un twist étrange. Le père de Tina surgit du lac pour tirer Jason avec lui. Selon la version que tu vois ou que tu crois avoir vue, côté effet, énorme travail de prothèse et de costume intégral pour montrer la colonne et les déformations. C'est aussi le premier film avec Kane Hodder dans le rôle de Jason. Il apporte la respiration lourde et la brutalité physique qui deviendront sa signature. Il réalise aussi une cascade culte, Jason entièrement en flammes dans l'une des plus longues prises de feu de l'époque. Encore une fois, le gore a été sévèrement coupé par la censure. Il existe des versions de travail avec des meurtres plus graphiques que les fans cherchent encore aujourd'hui. Vendredi 13, partie 8, Jason à Manhattan, 1989. Le titre promet Jason ravageant New York, mais la majorité se passe sur un bateau scolaire en route vers la ville. Ça fonctionne quand même. Ado en voyage de fin d'études, ambiance sombre et Jason clandestin à bord. Le carnage commence en pleine mer et se termine dans les rues de Manhattan. Quand il arrive enfin à New York, on a droit à des moments cultes. Jason dans le métro. Et surtout, le combat sur un toit avec Julius, un boxeur qui lui balance des coups jusqu'à l'épuisement. Jason répond d'un seul coup de poing et la tête dégage. Pure or slasher. Jason ici, grâce à Kane Hodder, il reste massif. Sa peau gonflée et détrempée donne l'impression qu'il sort d'un long séjour sous l'eau. Ses vêtements collent à son corps, sombres et gluants. Son masque est très abîmé. Quand il tombe, on découvre un visage déformé, dégoulinant de bave. La production a offert beaucoup de meurtres, mais n'a pas pu filmer dans autant de lieux new-yorkais qu'elle voulait. Plusieurs scènes ont été tournées à Vancouver, avec seulement quelques prises réelles à Times Square. Le fameux coup de poing qui fait voler la tête a été réalisé avec un mannequin léger et un montage sec. Le marketing a survendu la partie new-yorkaise, ce qui a déçu certains fans. Mais le combat de boxe sur le toit reste une scène culte universelle. On a aussi un moment drôle. Des punks menacent Jason avec une sono à fond. Il l'explose d'un seul coup de pied. New York le respecte. You're a dead meat slime bag. Yo man, it's cool. Vendredi 13, partie 9, Jason va en enfer, 1993. Le film démarre avec la mort de Jason. Le FBI lui tend un piège, l'arrose de balles et le fait exploser. On se dit, fini, rideau. Mais non, de ses restes, il reste un cœur, qui bat encore. Quiconque le touche change. Jason n'est plus seulement un corps, c'est une force maudite qui peut passer de personne en personne. Soudain, le tueur peut être n'importe qui, un policier, un médecin légiste, peu importe qui est possédé. L'intrigue suit des membres éloignés de la famille Voorhees. On découvre que seul quelqu'un de son sang peut le tuer définitivement. Ça ajoute un drame familial étrange, mais ça garde l'attention. À chaque scène, tu te demandes qui porte Jason. À quoi ressemble Jason quand on le voit vraiment? Difforme, gonflé, plus monstre qu'humain. Le masque est tellement enfoncé qu'il semble fusionner avec sa peau. On sent l'usure de tous les films précédents. Et à la fin, quand le masque reste dans la terre, une main griffue surgit pour l'entraîner en enfer. Freddy, ce clin d'œil a fait patienter les fans des années pour un crossover. Jason X, 2001. Les années 90 passent. Comment relancer une franchise? Facile, en envoyant le tueur dans l'espace. Dans Jason X, on capture Jason pour l'étudier. Impossible de le tuer. Alors, on décide de le cryogéniser. Des siècles plus tard, des étudiants du futur retrouvent de son corps sur la Terre abandonnée et l'embarquent dans leur vaisseau. Mauvaise idée galactique. Jason se réveille et recommence son massacre, mais cette fois dans des couloirs métalliques et des labos futuristes. Quand ils parviennent enfin à l'arrêter un instant, des nanorobots de réparation pénètrent son corps et le reforment. Plus fort, plus brillant, plus blindé. Ainsi naît Uber Jason. Masque chromé, plaque métallique, bras renforcés, yeux noirs. Tourné au Canada avec un budget serré, mélange d'effets numériques et de prothèses. Critiqué à sa sortie, le film est devenu aujourd'hui un classique de minuit parfait pour les marathons. Freddy contre Jason, 2003. Le rêve devient réalité. Deux titans de l'horreur dans le même film. Comment les réunir? Freddy Krueger est faible parce que la ville ne croit plus en lui. Il a besoin que la peur revienne. Alors, il utilise le souvenir de Jason. Il le ramène à la vie et l'envoie tuer des ados à Springwood. Le sang coule, les jeunes accusent Freddy, la peur renaît. Mais Jason n'obéit à personne. Et bientôt, les deux monstres s'affrontent.
Le film mélange le slasher physique et l'horreur onirique. On a des combats dans les rêves, dans le réel, feu contre eau, griffes contre machette. Jason est massif, silencieux, presque tragique. Freddy reste moqueur et cruel. L'apparence de Jason, masque usé, vêtements sombres trempés, blessures profondes. Il dégage la lourdeur d'un tank inarrêtable. Beaucoup de fans voulaient le retour de Kane Hodder, mais le rôle est allé à Ken Kirzinger, plus grand, pour accentuer le contraste avec Freddy. Le final reste volontairement ambigu. Jason sort du lac avec la tête de Freddy, mais Freddy cligne de l'œil. Personne ne perd. Le film a cartonné au box-office et a relancé les deux franchises pour un temps. C'était l'aboutissement de décennies de clins d'œil et de théories. Il a uni deux univers et présenté Jason à une nouvelle génération de fans. Vendredi 13, 2009, Reboot. En 2009, Jason revient sur grand écran avec un reboot qui mélange le meilleur des premiers films, mais avec un ton plus brutal et moderne. L'histoire démarre avec un groupe d'amis venus camper près du célèbre camp Crystal Lake. Bien sûr, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? L'un d'eux cherche sa sœur disparue, Whitney, déjà tombée entre les mains de Jason. Ce qui suit, un carnage total. Pièges, embuscades et un Jason plus rapide, plus fort, plus létal que jamais. Ici, Jason est très différent de la version des années 80. Ce n'est plus un zombie lent, mais un chasseur intelligent qui connaît la forêt par cœur. Il se déplace comme une bête sauvage et utilise même des tunnels souterrains pour surprendre ses proies. Jason! Son apparence, toujours le masque de hockey iconique, mais plus sale et réaliste. Vêtements usés, couverts de terre et de sang séché, ce qui lui donne une aura d'assassin humain, mais tout aussi terrifiant. Les effets pratiques sont centraux, prothèses, meurtres inventifs et sanglants. Chaque scène te fait grincer des dents. Ce Jason est incarné par Derek Mears, cascadeur et acteur, qui apporte une énergie plus physique et animale au personnage. Le réalisateur Marcus Nispel a choisi un ton plus sombre, inspiré par Massacre à la tronçonneuse. Il avait d'ailleurs réalisé le remake de cette saga. Le reboot a bien marché au box-office et semblait annoncer une nouvelle ère. Mais des conflits juridiques ont bloqué les suites. Depuis, Jason n'a plus refait surface au cinéma. Et voilà, on a terminé ce voyage sanglant à travers toutes les versions de Jason, du gamin noyé au zombie indestructible qu'on connaît aujourd'hui. Alors, laquelle est ta préférée? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Et si tu veux découvrir d'autres évolutions de personnages aussi cultes que Jason, fais un tour sur la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.